Chers amis, notre petite conférence d'aujourd'hui est consacrée aux premières étapes historiques du développement de la France. Et donc il est temps de vous raconter l'histoire du développement de la France, de ses héros, de ses reines, de ses rois, des guerres et des légendes. Notre conversation va se composer de quelques points, dont le premier sera consacré à l'époque préhistorique, la nuit des temps, ainsi dite. Puis nous allons parler des Gaulois pour répondre à cette question. Les Gaulois, qui sont-ils? On continue par parler de la conquête romaine. Oui, ce qui est une étape très importante euh, dans l'histoire française. Et en conclusion, nous ferons connaissance avec quelques dynasties royales françaises. Et bien voilà, nous commençons par la nuit des temps, par la préhistoire. À l'époque préhistorique, où les glaciers couvraient encore la terre, des gens primitifs habitaient sur le territoire de la France contemporaine. Comment ils vivaient? Ils vivaient de la chasse, ils vivaient de la pêche, et quand ils avaient froid, ils se cachaient dans des cavernes, dans des grottes. Et là, sur les parois, ils gravaient des, euh, des, des animaux, des dessins. Quelle sorte d'animaux? C'était les animaux qui entouraient les peuples qui y vivaient. C'était les mammouths, c'était les rennes, les taureaux, les chevaux, etc. Toute une galerie de dessins s'est conservée jusqu'à nos jours dans les grottes qui sont connues dans le monde entier, telles que la Madeleine, Lascaux, Cro-Magnon. Et c'est en France qu'on a découvert pour la première fois les traces des premiers hommes datant de l'âge paléolithique. Et c'est pourquoi les périodes préhistoriques portent leur nom, des lieux français comme Cro-Magnon, Magdalénien, etc. Et la science même, la science, la préhistoire est née en France il y a plus d'un siècle. Voilà. Et voilà, au premier millénaire avant notre ère, le territoire de la France était peuplé de tribus différentes, telles que les Ligures, qui vivaient dans les Alpes, les Ibères, qui vivaient dans les Pyrénées. Il y avait aussi des Phéniciens qui peuplaient les bords de la mer Méditerranéenne. Voilà. Et Les, il y avait aussi des Grecs, les Grecs, les marins grecs, les marchands grecs, qui venaient et qui organisaient, qui fondaient leurs colonies. Ben, vous savez bien que les Grecs, ils aimaient bien voyager, ils aimaient découvrir d'autres terres. Et voilà, en découvrant les terres, les territoires de la France contemporaine, ils y ont fondé leur colonie. Euh, une de ces colonies, Massalia, aujourd'hui c'est le nom de la ville de Marseille. Déjà Massalia, c'est le nom de la déesse qui portait la chance aux marins. Puis aussi, c'est la ville de Nice qui était appelée par les Grecs Nikéa. Et aussi la ville d'Antibes, dont le nom était aussi grec, Antipolis. Les Grecs y ont apporté leur civilisation. Ils y ont apporté la culture de la vigne et de l'olivier et la monnaie aussi. Donc vous pouvez voir que le territoire de la France contemporaine a été peuplé par des tribus différentes.
et les peuples y étaient très divers. Maintenant, nous passons à notre point suivant et nous allons répondre à la question les Gaulois, qui sont-ils? Ben, il faut dire que la leçon de l'histoire pour les petits Français commence par la question, commence par la phrase nos ancêtres les Gaulois. Et c'est vrai que le français contemporain euh, croit que ce sont les Gaulois qui, qui sont à l'origine de toute la nation française, le peuple français. Et donc, les Gaulois, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, plusieurs tribus celtes peuplaient le territoire de la France contemporaine. Et c'était les Arvernes, hein, c'était les Belges, c'était aussi les Aquitains, c'était les Trevers, il y en avait d'autres aussi. Ils étaient tous de haute taille, à la peau blanche. Les hommes ne se coupaient pas les cheveux, ils les portaient tressés en natte. Et les Romains ont donné le nom à ce peuple. Les Romains les appelaient les Gaulois. Les Gaulois, ce qui vient du mot latin Gallus, ce qui signifie le coq. Pourquoi le coq? Ben, parce que les Gaulois ont comparé le peuple combatif, audacieux, belliqueux avec cet animal qui leur assemblait bien pareil. Et donc les Gaulois. Et leur pays s'appelait alors la Gaule par les Romains. Ces Celtes, donc les Gaulois, étaient de bons batailleurs. Ils savaient mener les guerres et leurs tribus rivalisaient entre elles. En temps de paix, qu'est-ce qu'ils faisaient en temps de paix? En temps de paix, ils labouraient la guerre. Ils inventaient le savon, le saucisson, le tonneau. Ils portaient de riches vêtements multicolores. Et je suis sûre que vous connaissez bien le film fait d'après les bandes dessinées bien populaires en France et ailleurs, qui s'appelle Astérix le Gaulois. Et là, vous pouvez voir les héros gaulois qui portaient une sorte de pardessus ou de veste à carreaux ornée de plaques d'or, qui portaient des bracelets, des colliers et des bagues en or. Et ce qui différait encore plus ces Celtes des autres peuples, c'était ceux qui portaient le pantalon. Pour le monde antique, c'était un peu bizarre. Voilà. Les Celtes, ou non, déjà les Gaulois, ils étaient divisés, ils étaient classés en 3 catégories. Tout d'abord, c'était la noblesse guerrière, puis après, c'était le peuple travailleur, et aussi, c'était les druides, c'est-à-dire les druides, ce sont les prêtres qui avaient des fonctions religieuses, pédagogiques et juridiques. Il faut dire que les Celtes croyaient bien que leur dieu vivait partout dans la nature et surtout dans les arbres. Et il y avait des rites religieux, euh, des rites druidiques qui étaient mystérieux et parfois très cruels. Voilà. Donc, tels étaient les Gaulois. En bref, évidemment. Et là maintenant, on passe à la conquête romaine. La conquête romaine. Au 1er siècle avant notre ère, les Romains ont commencé à conquérir la Gaule. Et comme les Gaulois, c'était un peuple
bien épris de liberté. Évidemment, ils résistaient aux armées de Jules César. Et cette résistance, elle était dirigée par un jeune Arverne qui s'appelait Vercingétorix, hein, qui était vraiment très jeune, il n'avait que 20 ans. Il était bien courageux, il était noble, mais il était prudent en même temps. Et les Celtes, ses compatriotes, ils l'estimaient beaucoup. Et on dit même qu'avant la guerre, il avait été l'ami de César. La dernière bataille entre les Romains et les Gaulois a eu lieu en 52 avant Jésus-Christ, près de la ville d'Alésia. Et ça, c'est un moment tragique de l'histoire de Gaule. Le siège a duré très longtemps. Il y avait une grande famine et les Gaulois étaient déjà à bout de force et Vercingétorix, il a décidé de se rendre à César, à Jules César, pour sauver son peuple, pour sauver ses guerriers. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est allé vers Jules César et lui a remis son épée. Ce qui signifiait la fin de la résistance et la victoire des Romains à la fois. Et certains historiens appellent cette dernière bataille, le Waterloo du monde antique. Il faut dire que César a fait transporter Vercingétorix à Rome. Ben, c'était comme trophée, si vous voulez. Et Vercingétorix est resté pendant 7 ans emprisonné. Et là, il est mort. La conquête romaine, d'une part, quelles étaient les conséquences de cette conquête? D'une part, les Romains ont enlevé à la Gaule sa liberté politique. Mais d'autre part, ils ont apporté la paix, ils ont apporté la prospérité matérielle. Les Romains ont créé des villes, des routes, des ponts, des aqueducs, et aussi l'agriculture se développait et le commerce aussi. À cette époque-là, c'est la ville de Lyon, Lugdunum, était la capitale du pays, tandis que Paris, ce n'était qu'une petite cité au milieu de la Seine. Et cette cette île était peuplée par une tribu celte, aussi celte évidemment, une tribu qui s'appelait Parisie, qui vivait de la pêche et ils construisaient aussi des bateaux. Et vers le 5e siècle, la ville a grandi, a reçu le nom d'aujourd'hui, le nom de ses habitants, Paris. Plusieurs temples, plusieurs théâtres et ponts ont été construits par des Romains et ils se sont conservés jusqu'à nos jours, tels que par exemple le théâtre d'Orange, les arènes d'Arles et de Nîmes et aussi le fameux pont du Gard. Le pont du Gard, c'est un aqueduc immense de 3 rangs d'arcades, 49 mètres de haut et 273 mètres de longueur. Il a pu résister au temps. Il a pu résister au temps et on peut aller le visiter. Vraiment, il fait une grande impression aux visiteurs, aux touristes. Et ça, c'est un endroit très visité. Et à la fin, au final, je dirais que l'influence de la domination romaine était énorme, parce que déjà les langues celtes ont disparu. Et je voudrais ajouter encore quelques mots sur les Francs.
sur les Francs qui sont venus en Gaule au 5e siècle, après la chute de l'Empire romain. Sont devenus maîtres sur le territoire de la Gaule. Les Francs, c'est l'ensemble de tribus germaniques venues de l'Est, comme par exemple les tribus alamans, goths, sicambres, etc. Et ces tribus menaient la vie des brigands et des vagabonds. Ils se sont installés en Gaule et ils ont appris peu à peu la langue du peuple indigène. Voilà. Et c'est la première dynastie royale qui apparaît à cette époque-là, les Francs. Le premier roi des Francs venu, c'était Clovis, Chlodwig, qui a su réunir sous son pouvoir toutes les autres tribus. Et on peut dire même qu'il était déjà le fondateur du royaume. Et son grand-père, c'était un personnage presque légendaire, c'était Mérové qui a donné son nom à la première dynastie royale. Clovis était païen. Ben, c'est clair qu'il était païen, comme toutes les autres tribus qui étaient venues de différents côtés en Gaule, les vainqueurs, mais il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser dans la ville de Reims pour pouvoir avoir l'appui de l'Église catholique. Qui était forte déjà, mais outre cela, il a fait baptiser ses soldats aussi. Et sous Clovis, la Gaule devient royaume des Francs. Donc Clovis, il était le roi des Francs, mais pas encore de la France. Et Paris devient sa capitale parce que Clovis choisit une petite île sur la Seine, au milieu de la Seine, pour faire construire sa première résidence. Et depuis 508, cette île est appelée cité, ce qui vient du mot latin civitas, qui veut dire ville. Les Francs avaient leur propre langue qui s'appelait francique, mais peu à peu, ce qui est vraiment important, c'est que les vainqueurs apprenaient le latin du peuple envahi, et c'est la langue du peuple indigène qui a vaincu, qui a dominé. Mais les premiers rois germaniques, les premiers rois, les mérovingiens, ils avaient évidemment les noms germaniques, comme par exemple Childebert, Sigebert, Théodoric, etc. Leurs femmes portaient les noms de Gondioc, Radegonde, Gomotrude, Ragnetrude, etc. Et cette dernière, Ragnetrude, c'était la femme du roi Dagobert, un personnage assez populaire et bien célèbre et connu, qui a su bien maintenir l'unité des Francs. Parce que il était actif, il était très juste, il était bien estimé par son peuple, parce qu'il a pu garder la paix dans tout le royaume, et il essayait d'établir des lois plus ou moins strictes, et ainsi ils essayaient de régler la vie de son pays. Et à l'époque de Dagobert, déjà au 7e siècle, Paris devient le centre non seulement de la vie politique et administrative, mais aussi culturelle. Après le règne de Dagobert et de Clovis, le pays connaît des guerres. Le pays connaît des guerres civiles. Pourquoi? Parce que les derniers mérovingiens, ils étaient apathiques. Ils ne pouvaient pas diriger leur pays, leur peuple.
Il n'était pas capable de sauvegarder la paix dans le pays. Et donc, ils ont reçu le surnom un peu ironique, les rois fainéants. Ça veut dire les rois paresseux. Ils faisaient rien. Et comme ça, alors, comme conséquence, le pouvoir royal passe dans les mains du maire du palais, il s'appelait des majordomes, qui était très, très actif et très énergique, qui s'appelait Charles Martel. Martel signifie en français le marteau. Il y avait son fils Pépin le Bref qui était aussi le maire du palais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi tout simplement, il a enfermé le dernier mérovingien, euh, passif, inactif, dans un monastère et s'est proclamé roi. Voilà, tout simplement. Et c'est ça la fin de la première dynastie mérovingienne. Donc, les dates du règne de cette dynastie 481 751. Voilà. Et nous passons à la dynastie suivante, celle des Carolingiens. Donc le fils de Pépin Bref devient roi des Francs. Le nom du fils de Pépin le Bref est Charles, mais ce Charles entre dans l'histoire comme Charlemagne. En latin, c'est Carolus Magnus, Charles le Grand, ce qui signifie Charles le Grand, et même le mot Carol provient de son nom Carolus, dans plusieurs langues. Et voilà, ce roi Charlemagne, il donne le nom à la dynastie royale, les Carolingiens. Carolus, les Carolingiens. Charlemagne, c'était un homme fort, puissant, infatigable, énergique. Il gouvernait son pays d'une main de fer. C'était un stratège de génie. Il menait des guerres. Il a gagné beaucoup de batailles. Il a remporté une grande victoire sur les Arabes qui venaient de l'Espagne, qui avaient attaqué le sud-ouest du pays. Et donc, la célèbre chanson de Roland, c'est l'histoire du chef des guerriers de Charlemagne à l'époque, où il luttait contre les musulmans. Voilà. Et sous le règne de Charlemagne, le royaume français était énorme et il occupait les territoires, évidemment, de la France contemporaine. C'était la Corse, c'était l'Autriche, c'était l'Allemagne, c'était l'Espagne, une partie de l'Espagne. Et évidemment, comme conséquence, la gloire et l'autorité de Charlemagne étaient gigantesques, étaient énormes. Il dominait l'ensemble des peuples chrétiens qui le respectaient beaucoup. À la Noël 800, à Rome, le pape couronne Charlemagne empereur de l'Empire romain de l'Ouest. Outre ses succès combatifs, ses succès de guerrier, Charlemagne, il était polyvalent. Il était polyvalent comme roi. Il travaillait beaucoup aussi la prospérité de son peuple, de son royaume. Il a conçu la diffusion de la monnaie d'argent et plus tard de la monnaie d'or, ce qui n'a pas pu ne pas provoquer l'essor du commerce. Outre cela, il a mis au point le programme réformateur de la justice et de l'Église. Le roi fait ouvrir les écoles auprès des églises aussi.
Mais lui-même, il était presque illettré. Ben, on ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas pu faire de grands progrès en lecture et en écriture. Il pouvait parler plusieurs langues. Il parlait latin, grec, francique, il connaissait un petit peu le francien, mais il ne pouvait pas lire, il ne pouvait pas écrire. Mais il faisait de son mieux, mais il n'y réussissait pas. Charles avait un fils qui allait lui succéder et Charles lui a donné le nom germanique Clodion, juste pour souligner la légalité de son règne. Mais il n'y avait pas encore de règles d'orthographe bien strictes à cette époque-là, donc ce nom a pris la forme de Chludovicus à la manière latine, puis s'était transformé en Lotruvicus, en russe c'est Ludovic, ou en français c'est Louis. Et donc ce nom, Louis, devient le plus célèbre des noms parmi le plus célèbre des noms des rois français. Il y en avait plusieurs dans l'histoire française, plusieurs Louis. Après la mort de Charlemagne, voilà ce qui se passe. Comme elle arrive souvent, tout change. Il avait un seul fils, mais il y avait trois petits-fils qui se battaient tout le temps, qui disputaient tout le temps. Et à la fin des fins, ils ont partagé l'immense empire de son grand-père en trois parties. En 843, son premier petit-fils Charles obtient une grande partie de l'empire à l'ouest. L'autre, c'était Louis. Il a les terres à l'est, où il devient Louis le Germanique. Et le troisième petit-fils, Lothaire, prend une partie de l'Italie et les terres qui se trouvent entre celles de ses frères. Et voilà, vous devinez qu'ils ont reçu son nom, la Lorraine. Lothaire et Lorraine, en russe c'est Lotharinge. Charles est passionné pour les arts. Charles qui reçoit ses terres à l'ouest, il est passionné pour les arts et sa cour royale, il devient le centre brillant de la culture et dorénavant, il porte le nom Charles II le Chauve. C'est le premier roi de la France, non pas des Francs, mais de la France, qui porte le nom de Francia à l'époque. Malgré tout l'essor économique du pays accompagné du grand développement des arts, le pouvoir de la maison carolingienne s'affaiblit peu à peu et en 987, le roi Louis V meurt sans héritier et la dynastie des Carolingiens prend fin. Donc, la France n'a pas de roi et nous passons à la dynastie suivante, celle des Capétiens. Et c'est le fils du comte de Paris, Hugues, qui se sacre roi à Reims en 987. Ce prétendant, ce roi, avait l'habitude de porter une sorte d'habit religieux qui faisait allusion à l'origine religieuse de son père. Et ce vêtement s'appelait à l'époque cape, du latin kappa, et c'est pourquoi elle avait son surnom, le surnom Capet, ça veut dire vêtu d'une cape. Donc, Hugues Capet devient le premier roi de la dynastie des Capétiens qui, attention, qui a régné sur la France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, jusqu'à la grande Révolution française bourgeoise. Et voilà, les historiens nous parlent du roi
du miracle capétien. Il faut dire qu'il y avait encore d'autres dynasties après, mais ces rois, ils étaient, en tout cas, ils étaient tous les rois ultérieurs, ils étaient les descendants de la dynastie des Capétiens, les Valois et les Bourbons. Donc, le petit-fils de Hugues Capet, nommé Henri Ier, luttait contre les féodaux infidèles, le duc de Bourgogne, le duc de Normandie, le duc de Bretagne, mais il a su assurer la vie à sa dynastie. Il a épousé une princesse russe, Anne, qui était la fille de Yaroslav le Sage. Et Anne met au monde un garçon, un prince, qui porte le nom grec Philippe, ce qui veut dire celui qui aime les chevaux. Le roi Henri Ier meurt quand le garçon n'a que 8 ans et c'est Anne de Russie qui règne au lieu de son fils jusqu'à sa majorité. Voilà. Et pour finir, je donne juste une petite caractéristique de cette époque-là. Une nouvelle société féodale se met en place. Les monastères et les abbés ont une grande importance, par exemple l'abbé de Cluny qui influence beaucoup la vie politique du pays. Les châteaux se multiplient. Les villes et les villages apparaissent et grandissent. On construit beaucoup de nouveaux outils agricoles qui permettent d'augmenter des récoltes et comme conséquence, les gens sont mieux nourris, sont plus riches et leur nombre devient plus grand. Merci pour votre attention.